La proportion des voyelles dans une langue. Ce petit détail statistique a accompagné l'histoire de la discipline depuis ses débuts jusqu'au XXe siècle. Cette même proportion des voyelles a aussi alimenté les préjugés sur les langues. Des préjugés sur les langues, il y en a toujours eu. Voici par exemple un extrait d'un traité indien sur les arts de la scène où le prakrit, qui est la langue vulgaire, est opposé au sanskrit, qui est la langue noble. Le prakrit devrait être réservé aux enfants, aux personnes de caractère les plus bas. Et je vous laisse traduire les autres catégories. Aux bouddhistes et aux gens instruits qui portent des costumes en accord avec leur position. Le sanskrit devrait être réservé. Voici quelqu'un qui est beaucoup plus proche de nous, Jean-Jacques Rousseau. Dans un contexte polémique que je vous raconterai ailleurs, il a écrit en 1753 une lettre sur la musique française. Voici ce qu'il dit. Or, s'il y a en Europe une langue propre à la musique, c'est certainement l'italienne, car cette langue est douce, sonore, harmonieuse et accentuée plus qu'aucune autre. Et ces quatre qualités sont précisément les plus convenables au chant. Elle est douce parce que les articulations y sont peu composées, que la rencontre des consonnes y est rare et sans rudesse, et qu'un très grand nombre de syllabes n'y étant formées que de voyelles, les fréquentes élisions en rendent la prononciation plus coulante. La proportion de voyelles a toujours été considérée comme un critère. Une langue qui a plus de voyelles est forcément plus musicale. Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la musique française parce que la langue n'en est pas susceptible, que le chant français n'est qu'un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue, que l'harmonie en est brute, sans expression et s'entend uniquement son remplissage d'écoliers, que les airs français ne sont point des airs, que le récitatif français n'est point du récitatif, d'où je conclus que les Français n'ont point de musique et n'en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. Ça, c'est dit. Après Rousseau, voici l'opinion de Voltaire sur ce qu'il appelle le génie d'une langue. On appelle le génie d'une langue son aptitude à dire, de la manière la plus courte et la plus harmonieuse, ce que les autres langages expriment moins heureusement. Le latin, par exemple, est plus propre au style lapidaire que les langues modernes, à cause de leurs verbes auxiliaires, qui allongent une expression et qui l'énervent. Le grec, par son mélange mélodieux de voyelles et de consonnes, est plus favorable à la musique que l'allemand et le hollandais. L'italien, par des voyelles beaucoup plus répétées, sert peut-être encore mieux la musique efféminée. Le latin et le grec étant les seules langues qui aient une vraie quantité, sont plus faites pour la poésie que toutes les autres langues du monde. Voici deux citations attribuées à Charles Quint. Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval. Ou bien, j'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis et le français pour me parler à moi-même. Et la seconde citation est un peu plus réaliste que la première, mais on n'a pas de preuve qu'il ait prononcé aucune des deux. Dans un contexte biaisé par les préjugés, un humaniste de la Renaissance, Leon Battista Alberti, a fait une remarque tout à fait insolite sur la proportion des voyelles en latin. Cette remarque anodine va à l'encontre des préjugés répandus. Mais d'abord, qui est cet Alberti et quel est son rapport avec les mathématiques?
Il est connu comme théoricien de la perspective. Dans l'introduction de son livre sur la peinture, il prend bien soin de préciser l'apport des mathématiques. Voulant écrire sur la peinture en ces brefs commentaires, nous emprunterons aux mathématiciens, afin de rendre notre parler plus clair, tout ce qui paraîtra s'appliquer à notre sujet. Cela bien su, autant que notre intelligence y suffira, nous expliquerons cet art d'après les principes naturels. Toutefois, je souhaite vivement que, dans tout le cours de ce propos, on considère que je n'entends pas traiter la question en mathématicien, mais bien en peintre. Alberti est surtout connu comme architecte. Il existe encore en Italie des monuments bâtis sur ses plans. Il a écrit ce traité d'architecture qui a été traduit en français, et là encore, il n'oublie pas ses connaissances mathématiques. On trouve bien dans ce traité le triangle de 3, 4, 5, qui sert à faire des angles droits. La remarque qui nous intéresse se trouve dans ce manuscrit, des Kyphris. Kyphris a le sens de chiffre, comme dans déchiffrer. Il s'agit de cryptographie. Le texte commence par un paragraphe que je trouve particulièrement émouvant. Alors que je me trouvais auprès de Dati dans les grands jardins du pape au Vatican, et que, selon notre habitude, la conversation roulait sur des sujets touchant à l'étude des humanités, nous nous retrouvâmes en train d'approuver vivement l'inventeur allemand qui, ces temps-ci, est parvenu, en prenant des caractères, à fournir en 100 jours plus de 200 volumes de texte à partir de l'original qui lui avait été donné. Travail accompli par 3 hommes, pas plus. En effet, en une seule pression, il fournit une page entière de texte, de grand format. Donc, en 1467, 2 humanistes italiens approuvaient vivement l'invention de l'imprimerie, qui était toute récente. Il a fallu plusieurs années pour mettre au point l'invention. Une date marquante est la parution de la magnifique Bible de Gutenberg, 1455. Mais revenons à Alberti. Il dit ceci. Ainsi, en effet, il me semble avoir noté que chez les poètes, les voyelles ne sont pas surpassées en nombre par les consonnes de plus d'un huitième. Mais chez les orateurs, les consonnes ne les surpassent pas environ plus que dans la proportion qu'on appelle sesquiterces. En effet, si les voyelles d'une page de cette sorte, dénombrées et rassemblées, sont par exemple au nombre de 300, le nombre total de toutes les consonnes restantes sera environ de 400. Il y a 3 affirmations dans cette phrase. La première porte sur la proportion de voyelles chez les poètes. Appelons-la P. Ce que dit Alberti, c'est que la différence entre 1 moins P, la proportion de consonnes, et P, la proportion de voyelles, est plus petite que 1 huitième. Donc, P est plus grand que 7 seizièmes. Dans la deuxième affirmation, sesquiterces veut dire 4 tiers. Disons que la proportion de voyelles chez les orateurs est R. Le rapport de 1 moins R à R est inférieur à 4 tiers, donc R est supérieur à 3 septièmes. Regardez la différence entre 7 seizièmes et 3 septièmes, c'est moins de 1%. Comment Alberti a-t-il fait pour détecter une différence aussi faible? La troisième affirmation donne une indication. Dire que si on compte 300 voyelles, il y aura 400 consonnes est comme une redite de l'affirmation précédente. Or, le Déchiffris d'Alberti est un tout petit texte. Il n'y a pas un mot de trop. Donc, si Alberti dit cela, à mon avis, c'est une indication statistique. Il a dû compter des pages de 700 lettres. D'une part, Alberti avait remarqué que la proportion de voyelles pouvait dépendre du style.
bien avant Rousseau et Voltaire qui croyaient qu'elle était caractéristique de la langue. D'autre part, 3 siècles avant les premiers tests statistiques, Alberti avait été capable de détecter une différence de fréquence en comptant des lettres. Après tout, il disait peut-être n'importe quoi au hasard. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai téléchargé 10 textes de poètes et 10 textes d'orateurs. Et j'ai demandé à R de compter. Il y a les Métamorphoses d'Ovide, l'Énéide de Virgile et tous les poètes latins célèbres que j'ai pu trouver. En tout 2 600 000 lettres. Voici les textes d'orateurs pour presque autant de lettres. Il y a Cicéron, Horace, Sénèque, Salluste. La guerre des Gaules de César n'est pas un discours, mais César était bien un orateur. J'ai mis aussi l'architecture de Vitruve, parce qu'Alberti le cite et dit qu'il s'en est inspiré. Voici le résultat. En bleu, les textes de poètes, en rouge, les textes d'orateurs. En abscisse, le pourcentage cumulé de A, de E et de Y. En ordonnée, le pourcentage cumulé de I, de O et de U. La somme abscisse plus ordonnée, x plus y, est la proportion de voyelles. La droite rouge est x plus y égale 7/16. La droite bleue, x plus y égale 3/7. Comme vous le voyez, la proportion de A, E, Y est supérieure chez les poètes. Et les poètes sont majoritairement au-dessus de la droite bleue. Les orateurs sont majoritairement au-dessus de la droite rouge. C'est exactement ce que disait Alberti. Quant aux pages de 700 lettres, j'ai tiré 10 000 paquets de 700 lettres consécutives dans chacun des textes. Et j'ai représenté pour chaque texte la distribution des 10 000 proportions de voyelles. Voici les représentations de ces distributions pour les poètes, toujours en bleu, et les orateurs, en rouge. Les lignes horizontales correspondent aux prédictions d'Alberti. Et Alberti avait donc raison. Mais il avait raison beaucoup trop tôt, 4 bons siècles avant le début de la statistique linguistique. Alors personne n'a fait attention à ce qu'il avait dit. William Pugh signait ses articles sous le nom de Mérion. C'était un défenseur acharné de la langue galloise, et il envoyait régulièrement aux journaux des articles sur le gallois. Il a écrit une grammaire, un dictionnaire gallois-anglais, et il a contribué à codifier l'orthographe du gallois. Voici ce qu'il écrit au Monthly Magazine le 1er janvier 1799. 1799, c'est le début de la statistique d'État. Le Statistical Account of Scotland de Sinclair est paru entre 1791 et 99 justement. En regardant la nouvelle édition de l'encyclopédie de Chambers il y a quelque temps, je suis tombé par hasard sur une remarque à propos d'un sujet ayant trait au langage, selon laquelle le gallois et le hollandais étaient désignés comme abondant plus en consonnes que la plupart des langues européennes, sinon toutes. Je savais bien qu'une telle affirmation était proverbiale, un préjugé vulgaire. Mais cela m'a mis un peu en colère de me rendre compte qu'il avait trouvé place dans l'un des premiers dictionnaires de ce temps. Et incapable d'effacer l'impression de mon esprit, j'eus l'idée de trouver une certitude arithmétique tolérablement exacte quant à la fausseté d'une telle observation. La méthode, adoptée comme la plus appropriée, fut d'établir le nombre moyen de voyelles pour 100 consonnes dans différentes langues, et de montrer les résultats dans une table. Comme la conclusion que l'on en tire tend à établir un fait, sinon d'importance au moins de quelque curiosité, vous pourriez être amené, monsieur, à l'insérer dans votre estimable recueil. Et voici cette table.
Comme vous vous en doutiez, le gallois arrive en tête, avec autant de voyelles que de consonnes, et l'anglais bon dernier, ce qu'il fallait démontrer. Ce que Pew ne précise pas, c'est que le gallois écrit utilise beaucoup de voyelles redoublées, comme il l'avait lui-même décidé. Ce qui est plus intéressant, c'est que Pew se montre conscient de la variabilité d'échantillons, même s'il ne va pas jusqu'à quantifier ce qu'il appelle une certitude arithmétique tolérablement exacte. L'anglais est très variable en ce qui concerne la proportion de voyelles et de consonnes. Celle des consonnes est beaucoup plus élevée dans le style des écritures que dans le langage élégant, plus particulièrement le langage scientifique, et qui contient plus de mots dérivés des langues savantes. La variabilité en grec est considérable. J'ai eu trouvé 150 voyelles pour 100 consonnes, et fréquemment aussi peu que 86. Les autres langues sont proches du nombre moyen donné dans la table. Le gallois dévie de la moyenne par rarement plus de 3 voyelles. Donc, Pew se montre conscient des différences stylistiques, mais cela ne l'empêche pas d'affirmer n'importe quoi. Franz Lieber est plus sérieux. C'est un Allemand formé à Iéna qui a émigré aux États-Unis. Et il est considéré comme le fondateur de la linguistique comparative. Il est co-auteur de cette encyclopédie américaine parue en 1830 qui contient, comme vous le voyez, une copieuse collection d'articles originaux. Pour cette encyclopédie, il rédige l'article consonne, où il reprend le même vieux préjugé sur la musicalité des langues, avec un peu plus de prudence tout de même. Le son mélodieux ou la musique d'une langue dépend en partie de la proportion des voyelles aux consonnes. Une langue devenant trop dure s'il y a trop de consonnes. Nous ne disons pas que l'euphonie d'une langue dépend entièrement de cette proportion et qu'elle devient d'autant plus mélodieuse si la proportion de voyelles est plus grande. Ici comme ailleurs, la plus grande partie de l'effet dépend de la répartition des éléments. La disposition même des voyelles par rapport aux consonnes, le mélange heureux des voyelles longues et courtes, accentuées et non accentuées, produisent la douce harmonie d'une langue. Néanmoins, il propose une table donnant la proportion des voyelles et des consonnes. En fin linguiste, il sait qu'il faut distinguer la proportion orthographique de la proportion phonétique. Il le fait pour le français, l'anglais et l'allemand. Il en déduit un véritable programme de statistiques linguistiques avant l'heure. Comparer les proportions de consonnes et voyelles dans les familles différentes de langues, montrer les proportions de guttural, labial, etc. des différents idiomes, pourrait mener à des conclusions intéressantes. Cette branche de la philologie pourrait être comparée au nouveau domaine de la stoichiométrie en chimie, qui traite de la proportion des quantités d'éléments en état de neutralisation ou solution, une branche de la science qui devient chaque jour de plus en plus importante. Et la comparaison avec la chimie est intéressante, de la part de quelqu'un qui vient de Iéna et qui a connu dans sa jeunesse le développement de la chimie allemande. Un pour qui la leçon n'a pas été perdue, c'est Markov. En 1913, le pouvoir tsariste en Russie fête le tricentenaire de la dynastie Romanov. Un peu par défi, Markov décide d'organiser un congrès pour fêter le bicentenaire de la parution de L'Ars Conjectandi de Bernoulli. C'est le livre fondateur des probabilités, dans lequel on trouve la première loi des grands nombres. L'idée de Markov, depuis quelque temps, est que l'hypothèse d'indépendance des épreuves n'est pas une condition nécessaire pour la loi des grands nombres. C'est pour cela
qu'il introduit ce qu'il appelle des événements en chaîne, ce que nous appelons les chaînes de Markov. À l'occasion de ce congrès de 1913, il publie un exemple d'application. L'article s'intitule « Un exemple d'étude statistique sur le texte d'Eugène Onégine illustrant la liaison des épreuves en chaîne ». Cette étude examine un extrait de texte contenant 20 000 lettres de l'alphabet russe du roman de Pouchkine Eugène Onégine, le premier chapitre entier et 16 paragraphes du second. Cette suite nous fournit 20 000 épreuves connectées qui sont soit une voyelle, soit une consonne. Alors Markov divise ces 20 000 lettres en 200 paquets de 100 lettres consécutives et écrit ces 100 lettres en 10 lignes par 10 colonnes. Puis, il compte le nombre de voyelles dans chaque colonne et regroupe les colonnes distantes de 5. La première et la cinquième, la seconde et la sixième, etc. Et il regroupe ces résultats par 5 et ça donne 40 tables qui résument chacune 500 lettres. Il compte aussi les fréquences des couples consécutifs. La probabilité d'une voyelle est de 0,66 quand la lettre précédente est une consonne. Elle est de 0,13 quand la lettre précédente est une voyelle. Il y a donc bien une dépendance. La proportion des voyelles est le seul exemple que Markov ait jamais donné de ces événements en chaîne. Il recommencera sur 100 000 lettres d'un roman d'Aksakov pour la 4e édition de son livre d'enseignement sur la théorie des probabilités. Et vous ne me demandez pas pourquoi les proportions de voyelles ne sont pas les mêmes chez les poètes et les orateurs. Vous l'avez déjà demandé. Ah bon, pardon, j'avais pas entendu. Voici ce que je pense. Mais je ne l'ai pas démontré. La poésie latine était écrite pour être, sinon chantée, au moins scandée. Demandez à qui vous voulez. Pour chanter, il faut ouvrir la bouche. Donc il se peut qu'un texte écrit pour être chanté ait plus de voyelles dites ouvertes, comme A et E, que de voyelles fermées comme I. C'est bien ce qu'on observe dans les textes latins. Je serais prêt à parier que c'est vrai aussi en français et dans n'importe quelle langue. Pas vous?